Là, on va revenir sur les long-acting, donc par deux biais ou deux regards différents. Le regard d'une enquête donc fait auprès des patients et puis le regard d'un infirmier après. Donc, je vais passer d'abord la parole à Cynthia qui va nous présenter cette enquête. L'objectif, c'était de recueillir l'avis des personnes concernées, donc les personnes vivant avec le VIH, sur ces antirétroviraux à action prolongée dans le réseau. Alors, pourquoi on a fait cette enquête? Parce que comme on le voit depuis le début de ce webinaire, on a plusieurs innovations thérapeutiques qui arrivent et il y a de l'espoir des professionnels de santé et des pharmaceutiques d'une meilleure observance, d'une meilleure qualité de vie des personnes. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu voir, c'était vraiment... on voulait donner de la parole aux personnes vivant avec le VIH qui sont vraiment concernées par ces innovations. Parce que sans adhésion des personnes, on ne va pas pouvoir avoir de révolution thérapeutique. Et donc, on voulait vraiment recueillir à la fois les besoins et puis peut-être les réticences aussi, les attentes de ces personnes qui vivent avec le VIH sur ces nouveaux traitements. Et donc, on s'est focalisé sur les traitements injectables, donc avec une injection intramusculaire tous les 2 mois. Alors, au niveau de la méthode, on avait un questionnaire qu'on a pu relayer dans à la fois nos listes de mails, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et aussi sur notre journal. Donc, il y avait aussi des exemplaires papier. Et donc, il a été en ligne ce questionnaire depuis juillet jusqu'à fin octobre, donc c'est tout récent. Et il comportait 16 questions, donc c'était assez rapide. Et pour appuyer ce questionnaire, on a aussi créé un focus group. Donc on a pu interviewer 14 personnes en même temps lors des universités des personnes séropositives, qui est un événement qu'on a dans notre association. Alors au niveau des premiers résultats, déjà pour dresser un profil des personnes qui ont répondu, on a eu 581 questionnaires complets, qui étaient remplis majoritairement par des hommes à 79%. Ensuite, il y a eu 110 femmes également, donc environ 20%. Ensuite, il y a eu 2 hommes trans, 5 femmes trans et 4 autres personnes qui ne se définissent pas par ces catégories-là. Au niveau de l'origine, on a 462 personnes qui sont nées en France métropolitaine, donc environ 80%. Ensuite, c'était 104 personnes nées à l'étranger et puis 15 personnes dans les DROM-COM. Au niveau de l'âge, donc la médiane est à 52 ans et on a eu des personnes qui avaient entre 19 ans et 80 ans. Alors, si on regarde la situation familiale, on a la moitié des personnes qui ont déclaré vivre seules et sans enfants, et puis 26% qui vivaient en couple sans enfants, donc c'était les 2 plus grandes catégories. Ensuite, quand on a demandé si les personnes qui vivaient avec eux étaient au courant de la séropositivité, on avait 41 personnes qui disaient que tout le monde était au courant, et quand même 23 personnes où on avait pas tout le monde qui était au courant, voire personne de l'entourage. On a aussi posé la question de l'année de découverte de séropositivité. Donc il y avait la moitié des personnes qui avaient été diagnostiquées avant 2005 et la moitié après 2005. Et ça allait vraiment depuis le début de l'épidémie à 2021. On a aussi posé la question de savoir si ils avaient un autre traitement quotidien. Et là, c'était vraiment moitié-moitié. Donc il y a des personnes la moitié des personnes avaient des autres traitements quotidiens en plus des antirétroviraux contre le VIH. Alors au niveau du focus group, comme je vous ai dit, c'était 14 personnes qu'on a interviewées en entretien de groupe. Il y avait 7 hommes et 7 femmes, âgés de 23 ans à 70 ans, qui habitaient tous les Hauts-de-France parce que les universités des personnes séropositives se tenaient à Boulogne-sur-Mer. On avait 5 célibataires, 2 personnes mariées, il y avait 2 personnes qui avaient des enfants et 2 personnes nées à l'étranger. Donc on avait quand même un panel assez diversifié. Alors là, vous avez sur le graphique la réponse à 2 questions. Donc il y avait en rouge, du coup, c'est est-ce que ces nouveaux traitements injectables vous intéressent? Enfin, est-ce que vous seriez intéressé par prendre ces traitements injectables? Et la deuxième question, c'était est-ce que pour vous, ça pourrait améliorer votre qualité de vie? Donc on voit qu'il y a la moitié des personnes qui se disent très intéressées et qui pensent que ça améliorerait beaucoup leur qualité de vie. Et ensuite, on voit qu'il y a aussi pas mal de personnes qui répondent assez à ces 2 questions et un peu moins qui sont peu intéressées ou pas du tout. Je vous ai mis ensuite à droite à chaque fois des petits verbatim du focus group. Donc on voit qu'une personne pense aux choses positives et qu'elle dit que ne pas prendre un médicament tous les jours, ça évite de rappeler tous les jours qu'on est malade et donc ça peut être un point positif. Et on a aussi la question pour les personnes qui sont pas au courant, le fait de s'injecter seulement tous les 2 mois, ça peut être mieux parce que pour elles, parce que du coup elles doivent pas se cacher pour prendre des médicaments tous les jours.
Ensuite, on a posé une question sur la confiance. Donc, est-ce que les personnes avaient confiance en l'efficacité de ces injections? On voit quand même que la moitié disent qu'ils ont assez confiance, et puis il y a 33% aussi qui disent qu'ils ont beaucoup confiance. Donc, et puis 20% qui ont un peu plus de réserve, qui disent qu'ils ont un peu ou pas du tout confiance. Dans le focus group, il y avait du coup les deux profils. Il y a une personne qui nous a dit qu'elle était très confiante par rapport à ça, et une autre personne qui nous a dit qu'elle voyait pas trop comment ça pouvait marcher, sachant que tous les traitements sont différents selon les personnes, souvent. Alors, on a ensuite posé des questions sur les freins potentiels qu'on pouvait identifier. La première, c'était la peur des piqûres, parce que c'est des piqûres intramusculaires dans chaque fesse tous les 2 mois. Et donc, on s'est demandé si ça pouvait faire peur aux personnes. Et donc là, on a 65% des personnes qui disent qu'elles n'ont pas du tout peur. Et après, c'est assez minoritaire les personnes qui disent avoir très peur ou assez peur. Et par contre, dans le focus group, c'était assez prononcé cette peur-là. Les personnes disent qu'elles veulent pas, qu'elles préféreraient prendre des médicaments tous les jours, et que ça les interpellait le fait d'avoir 2 injections. Ensuite, on en a déjà un peu parlé, mais le déplacement à l'hôpital, on a demandé si ça pouvait représenter une contrainte. Et là, on voit quand même que il y a 45% qui disent que c'est très contraignant ou assez contraignant, donc presque la moitié. Et c'est aussi revenu beaucoup dans le focus group. Donc il y a une personne qui dit si c'est pour aller tous les 2 mois à l'hôpital, non merci. Et on voit par exemple que les personnes qui veulent partir en voyage, elles vont se dire que c'est un peu compliqué parce que tous les 2 mois elles doivent aller à l'hôpital, donc pour elles c'est compliqué, surtout dans des situations où c'est des personnes étrangères qui veulent retourner voir leur famille, et donc du coup c'est des gros voyages où c'est difficile de caler ça entre deux déplacements à l'hôpital. Et on a aussi la question du transport, du temps de transport, avec le déplacement qui peut être assez long pour aller jusqu'à l'hôpital. Ensuite, on a parlé des effets secondaires. Donc la question c'était, si des effets secondaires apparaissaient, seriez-vous prêt ou prête à continuer le traitement? Et donc là, on voit que 30% disent tout à fait, 40% plutôt, mais on a quand même 22% et 12% qui disent qu'ils seraient pas tellement prêts ou voire pas du tout prêts. Et donc, focus group, il y avait aussi des interrogations par rapport à ça. Donc, des personnes qui disent qu'il faudrait connaître les effets secondaires et puis savoir les possibilités de réaction par rapport à mon corps. Donc, c'est aussi revenu dans la discussion collective. Alors, on a fait 2 petites dernières questions sur l'implant cette fois-ci, qui pourrait aussi arriver. Et donc là, on voit qu'il y a des personnes qui sont très intéressées, que ça pourrait améliorer beaucoup leur qualité de vie, à 55 et 56%. Donc c'est un peu plus que les 48% pour le traitement injectable tous les 2 mois. Et pareil, dans le focus group, on avait pas mal de gens qui étaient intéressés par l'implant et qui disaient que ça pouvait aider notamment avec les problèmes d'observance. Donc voilà des données pour le futur. Alors, au niveau des limites de cette enquête, on a recruté majoritairement, comme je vous l'avais dit, par Internet. Donc forcément, on ne peut pas atteindre tout le monde par Internet, notamment les populations les plus vulnérables. L'échantillon qu'on a, c'est un échantillon du coup qui connaissait notre association, et donc on peut se dire que c'est pas forcément représentatif de toutes les personnes vivant avec le VIH, et que c'est peut-être des personnes qui sont plus vulnérables parce qu'elles ont besoin d'aller vers une association. Et donc peut-être que finalement cette enquête surestime l'intérêt, mais on a quand même eu 600 personnes qui répondent et qui sont concernées, donc c'est quand même des données importantes et intéressantes. Ce qu'on en retient, nous, c'est qu'on voit qu'il y a eu un besoin, qu'il y a un besoin existant pour cette nouvelle forme thérapeutique, parce qu'on a vu dans les graphiques qu'il y avait quand même assez, qu'il y avait de l'intérêt et que il y avait une meilleure qualité de vie perçue, et puis une bonne confiance en fait finalement dans ces nouvelles formes thérapeutiques. Et par contre, ce qu'on retient, c'est la grande contrainte du déplacement à l'hôpital tous les 2 mois qui freine quand même pas mal les personnes. Donc je vous ai juste mis à la fin nos petites perspectives parce que là, comme je vous l'ai dit, le recrutement des questionnaires il vient de se terminer. Donc je vous ai montré des analyses qui sont seulement descriptives, mais on va essayer de faire des régressions pour croiser les variables et puis essayer de voir s'il y a un effet, par exemple du genre ou de l'âge sur ces réponses à ces questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.